parti. Bienvenue à tous pour cet épisode numéro 6 de notre grande saga du bachelor en communication et publicité digitale avancée. Aujourd'hui, épisode numéro 6, on fera un très bref rappel de ce que nous avons fait à l'épisode numéro 5 parce que c'est directement lié, mais le cours d'aujourd'hui va porter sur l'AdTech, donc AdTech, désolé encore, je m'excuse à chaque cours et je vous présente mes excuses les plus plates, les plus profondes, et j'en suis sincèrement désolé. À chaque cours, je me dis le prochain sera plus cool, mais non, à chaque cours, il y a des acronymes, des mots anglais, des sigles. J'en suis très, très, très sincèrement désolé, mais c'est comme ça qu'on parle dans le métier. Et donc je suis obligé de parler comme parle le métier. Donc nous en sommes au sixième épisode, vous le voyez ici sur ce long déroulé. La dernière fois nous avons parlé de search et cette fois-ci nous parlons de AdTech. AdTech pour Advertising Technology. Et tant qu'on y est, ne soyons pas chiches et rajoutons un petit MarTech. Encore un mot compliqué, je suis désolé. Donc, advertising technology et marketing technology, ce sont toutes les technologies, tous les logiciels que l'on peut utiliser pour remplir ces fonctions de marketing et de communication. Juste avant de nous embarquer vers cette planète Mad Tech, excusez-moi, MarTech et AdTech, donc Marketing Technology et Advertising Technology. Un petit Previously in 180 seconds, savoir ce qu'on a fait la fois précédente, puisque ça va nous introduire le cours sur l'AdTech. La dernière fois, nous avons parlé de SEO, avec cette définition du SEO qui faisait partie du quiz que certains ont très bien réussi. Ça parle de visibilité, comment être visible sur non pas seulement Internet et le web, mais sur les réseaux sociaux, dans les magasins d'applications, dans les magasins de e-commerce, dans les e-boutiques, comment être visible dans Google Maps, comment être visible dans les podcasts, dans Google Shopping, dans Google Travel, dans les job boards quand on poste des offres d'emploi, globalement, comment être trouvé, comment être visible de partout. Et on avait trouvé cette énorme équation, je ne vais pas vous la redire ici aujourd'hui, je vous l'agrandis une seconde, je ne vais pas vous la redire aujourd'hui parce qu'elle est extrêmement complexe et elle fait peur à tout le monde, mais ce sont toutes les matières qu'il faut connaître pour pouvoir être visible. Et vous le savez, la visibilité, c'est quelque chose d'extrêmement important. Si derrière doit en découler des commandes, doit en découler de la popularité, doit en découler de la notoriété, doit en découler des interactions. Et bien sûr, puisque la finalité finale et définitive de tout ce qu'on fait ensemble, mais c'est de vendre quelque chose à quelqu'un. Ça peut être une idée, hein, c'est pas forcément des produits contre de l'argent, ça peut être des idées, ça peut être des services, ça peut être un petit peu n'importe quoi, mais il s'agit bien sûr de vendre. On avait passé très rapidement, là je passe très rapidement, on avait passé plus de temps sur la fameuse notion de zéro clic, je vous invite à réviser ça, sur la notion de cookieless. Alors zéro clic et cookieless faisaient partie des questions du quiz précédent, avec le zéro clic, c'est le fait que là, alors je vais utiliser un mot complexe, la SERP, Search Engine Result Page, le fait que la SERP donne directement la réponse à une question avant même qu'on ait besoin de cliquer sur un lien. Eh bien, ce phénomène zéro clic, il est effectivement extrêmement perturbant pour les entreprises parce que vous n'allez plus voir leur site, vous n'allez plus voir leurs informations, vos navigateurs. Alors attention, il y a eu beaucoup de confusion entre ce qu'est un navigateur et ce qu'est un moteur de recherche. Mais votre navigateur vous affiche à travers la SERP du moteur de recherche. Les mots sont très 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 précis et ils ont une signification très précise. Donc le navigateur, le browser,
donc Safari, Chrome, Edge, Firefox ou tout autre navigateur. Certains utilisent Arc, moi j'utilise Brave. Chacun son navigateur, c'est son petit logiciel à soi qu'on utilise pour naviguer, pour browser le web et tout ce qu'on fait. Eh bien, le navigateur vous affiche la SERP du moteur de recherche, donc le Search Engine. Donc il y a bien deux choses différentes. Il y a d'un côté le navigateur et de l'autre côté le moteur de recherche. Eh bien, le navigateur vous affiche la SERP du moteur de recherche avec directement la réponse, donc on n'a pas besoin de cliquer. Autre info, de cliquer sur un site et d'aller visiter un site. Autre info intéressante et, si j'ose dire, importante et stratégique aujourd'hui, le fameux cookieless qui interdit aux sites entre guillemets classiques, et là vous avez un challenge extrêmement important à résoudre dans les années à venir pour ceux qui vont s'occuper de communication digitale dans les années qui viennent. Vous allez devoir essayer, et ce sera quelques infos dans le cours d'aujourd'hui, vous allez devoir essayer, le mot est très moche, hein, d'embaser ou d'encarter, c'est ni plus il n'y en a aucun des deux qui est plus beau l'un que l'autre. Embasé et encarté veulent dire à peu près la même chose, c'est-à-dire enregistrer les coordonnées du visiteur, du client, du lead, du contact, de l'audience, de la personne qui regarde votre site. Ça, embasé et encarté consiste à inscrire ces coordonnées dans notre base de données. Et ce qui fait une grande différence entre les sites qui sont ce qu'on appelle des walled gardens, walled comme un mur et garden comme un jardin, donc des walled gardens. Donc je l'ai prononcé volontairement accentué sur le ED de walled pour que vous compreniez bien, mais on dit walled garden, donc sur les jardins entourés de murs, que sont, bah bien sûr, les réseaux sociaux. On ne peut pas visiter Facebook, Instagram, TikTok sans avoir créé un compte. Donc quand vous allez sur Instagram, Facebook, on sait que c'est vous. Vous comprenez bien, contrairement au site de Nike, où vous pouvez aller visiter le site de Nike en secret, si je puis dire, en visiteur inconnu, sans jamais dévoiler votre identité. Et donc, il y a une grande différence aujourd'hui entre les sites qui ont réussi à vous encarter, à vous embaser, ou on peut dire aussi à vous engager pour que vous laissiez vos coordonnées, et les sites qui sont totalement open. Pour citer, excusez-moi le verbe, la répétition de citer, pour citer un site qui nous embase et nous encarte systématiquement, Amazon, Amazon, on ne visite pas Amazon sans avoir son compte ouvert dans Amazon. Donc vous comprenez bien la différence entre Amazon et Nike pour pas prendre Amazon, d'autres sites de e-commerce, mais prenons Amazon. La différence entre Amazon et Nike ou Salomon, c'est que quand vous naviguez sur Amazon, Amazon peut enregistrer toute votre navigation, peut voir tous les... Et il ne s'en cache pas puisqu'il vous les propose après. Peut voir tous les produits que vous avez consultés, peut comparer ça avec vos paniers précédents et faire marcher de l'intelligence artificielle pour savoir de quoi vous pourriez avoir envie aujourd'hui et de vous le proposer. Alors que quand vous visitez le site de Nike et de Salomon sans avoir été encarté, eh bien, vous visitez la même chose que tout le monde et le site n'arrive pas à savoir ni qui vous êtes, ni ce que vous cherchez. Donc, ça crée une grosse différence entre les sites Walled Garden et les sites qui sont les sites RGPD, les sites sans avoir besoin de s'identifier. Et c'est pour ça qu'un des grands défis que vous aurez à relever, c'est de trouver les astuces, et il y en a, de trouver des astuces pour faire en sorte que les gens, les visiteurs, aient envie
Donc il faut leur proposer un avantage, hein. Et vous vous en doutez bien, hein. L'avantage aujourd'hui, c'est plus l'inscription à une newsletter, parce que ça, c'est un avantage un peu claqué. Donc, il faut proposer suffisamment d'avantages aux visiteurs pour qu'il ait envie de dire, bah oui, c'est moi, hubert@kratirov.com, j'accepte que vous enregistriez ma visite, j'accepte que vous fassiez différentes choses avec mes informations, mes datas, en échange de quoi vous me donnez une visite plus agréable, plus fluide, adapté à mes besoins, que sais-je encore. C'est ça le grand défi du cookie-less. Je ne reviens pas sur l'histoire, voir le cours précédent pour voir l'histoire du cookie-less, mais c'est des choses extrêmement importantes. Et puis, on en vient petit à petit au cours d'aujourd'hui avec ce fameux acronyme SEA, qui veut dire Search Engine Advertising, donc c'est la publicité que l'on fait sur les moteurs de recherche. Donc c'est une traduction littérale, hein. Search engine, moteur de recherche, advertising, publicité. Donc c'est la publicité qui va s'afficher sur les SERP des moteurs de recherche. Lorsque vous poserez une question, ben, vous aurez la réponse et au milieu de cette réponse, ben, vous aurez différentes publicités qui peuvent être soit en business model CPC, donc en coût par clic. Donc si vous cliquez dessus, l'annonceur paye, si on ne clique pas, l'annonceur ne paye pas. Peut être en impression, donc c'est un affichage. Dès que c'est affiché, vous payez, l'annonceur paye, je veux dire, enfin vous, si on considère que vous êtes le visiteur, dès que vous voyez la pub, l'annonceur paye. En CPC, dès que vous cliquez sur la pub, l'annonceur paye. Et puis, il y a un autre business model qui s'appelle le CPA, le coût par action. Et là, l'annonceur dit, ben, je paye quand la personne s'encarte, je paye quand j'arrive à mettre la personne dans ma base de données, quand j'arrive à faire de l'embasement, quand j'arrive à embaser les gens. Les mots sont moches, hein, mais on n'a pas mieux en français que encarter ou embaser. Mais mettez-vous bien dans l'esprit que un visiteur encarté ou un visiteur embasé vaut à peu près 100 visiteurs anonymes. Donc c'est bien d'avoir des visiteurs anonymes, c'est bien d'avoir 100 000 visiteurs sur son site ou sur ses réseaux, il n'y a pas de souci. C'est très bien d'en avoir 100 000. Mais laissez-moi vous dire que c'est beaucoup plus efficace d'en avoir 10 000 en basé que 100 000 anonymes. Donc le rapport est vraiment très important. Donc on va vraiment avoir besoin de votre créativité, que vous posiez la question à vous personnellement. Hein. Posez-vous la question à vous-même. Qu'est-ce qui fait que moi, quand je vais voir un site qui m'intéresse, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de laisser mes coordonnées. Et si vous avez la réponse à ça, mais peut-être que vous trouverez les solutions pour embaser et encarter les gens de votre génération. Donc différents types de pubs, bien sûr, du search, du display, de la vidéo. Je fais rapidement. Autre point important et dont on va reparler ce soir, le SMO, donc Social Media Optimization, donc l'optimisation de votre visibilité sur les médias sociaux. Les phrases en français sont toujours plus longues que les phrases en anglais. SMO, Social Media Optimization, la traduction en français, c'est l'optimisation de votre visibilité sur les médias sociaux. Ça fait tout de suite deux fois plus de mots, mais bon, il faut bien le traduire en français, on ne va pas tout laisser en anglais comme ça. Avec différentes considérations pour ce SMO, des considérations très chiffrées, très terre à terre, parce que ce SMO est absolument impératif dans la mesure où le reach que vous avez lorsque vous postez quelque chose sur les réseaux sociaux ou lorsqu'une marque poste quelque chose sur les réseaux sociaux, le reach que vous avez, qui est proposé par l'algorithme du réseau social, le reach est très faible. Et si vous voulez que les gens soient en interaction avec vous, interagissent avec vous et
vous like, vous commente et alimente un début de buzz pour que vous soyez enfin populaire et que vous soyez enfin montré à 100 000, 1 million, 2 millions de personnes, ce qui est tout à fait possible, eh bien, si vous voulez arriver à ce résultat-là, il va falloir sponsoriser et faire de la pub sur votre interaction sociale. C'est-à-dire que si vous comptez que sur les réseaux sociaux, que sur l'algorithme du réseau social pour être populaire, je vous le dis tout de suite, ça peut marcher pour une personne sur 1000, mais dans la grande majorité des cas, ça ne marche pas. Donc il faut non seulement avoir des posts impliquants, des beaux posts, des belles vidéos, du beau texte, du sous-titrage, des hashtags, des hâtes, il faut avoir plein de choses. Et en plus, il faut que vous payiez une certaine somme d'argent pour montrer votre poste, votre interaction sociale à plus de monde que le reach fait par le rank de l'algorithme qui est généralement aux alentours de 5% du nombre de vos followers. Autre élément où il faut être visible, bien sûr, c'est le local avec le fameux Google My Business. Je n'ai pas développé ça, mais bien sûr, toutes les marques doivent avoir tous leurs points de vente, leurs sièges sociaux, leurs bureaux épinglés sur Google Maps et doivent bien sûr revendiquer cette épingle dans Google My Business qui s'appelle aujourd'hui entreprise, profil d'entreprise ou enterprise profile. Il faut bien sûr alimenter cette fiche qui est qui est chez nos amis de Google Maps. Et pour finir, avant d'arriver au cours d'aujourd'hui, quelques outils qui vous sont extrêmement utiles pour tous ces aspects de visibilité, avec bien sûr vos propres outils internes que sont les comptes que vous avez chez, chez ça s'appelle toujours Twitter, hein, quand on est du côté publicitaire. Moi, je paye encore pour mes clients, enfin, je paye là en ce moment, je paye pour mes clients des publicités sur Twitter, non pas sur X. Hein. On sait, le réseau social s'appelle maintenant X, mais ça, c'est la partie grand public. La partie professionnelle, la partie publicitaire, s'appelle toujours Twitter et donc on paye des factures à Twitter. Donc là, vous avez bien sûr tous les outils qui sont sur Twitter, bien sûr sur Meta et sur Google et sur YouTube et toutes ces choses-là. Et puis vous avez aussi d'autres moteurs qui sont des moteurs internes. Les deux moteurs que vous devez absolument connaître, c'est le moteur de Meta que vous avez ici, le Meta Ad Manager, et bien sûr Google GA4 pour Google Analytics 4. J'en ai déjà parlé la dernière fois, je ne reviens pas dessus aujourd'hui. Ce Google Analytics 4, vous pouvez, je l'avais dit la dernière fois, vous pouvez passer des certificats dessus, vous pouvez aller chez Google, regarder un certain nombre de vidéos, répondre à un certain nombre de quiz pour obtenir ce certificat Google Analytics 4 certificat qui montre que vous savez vous en souvenir, vous savez vous en servir. Et puis il y a d'autres outils dont on va parler aujourd'hui pour les réseaux sociaux qui sont Buffer. Donc j'espère que vous connaissez Buffer. Et puis son grand frère, plus que son petit frère, son grand frère, son grand cousin qui s'appelle Hootsuite. Ces deux applications, Hootsuite est un peu plus cher, un peu plus professionnel. Buffer, par déduction, est un peu moins cher et un peu moins professionnel. Et on peut faire sur Buffer et Hootsuite à peu près la même chose, c'est-à-dire planifier, on en parlera quand on parlera des médias sociaux, planifier toute votre production, toute votre stratégie de médias sociaux et vous pouvez préparer tous vos futurs posts sur un mois. C'est-à-dire que vous pouvez vous consacrer une journée entière à préparer tous vos posts, toutes vos vidéos, tous vos textes, toutes vos interactions. Et puis vous mettez ça dans un logiciel comme Hootsuite ou Buffer.
Et c'est le logiciel qui, à la date où vous l'avez décidé, va poster votre interaction sociale. Comme ça vous permet de traiter ce travail de réseaux sociaux, comme on l'appelle en batch, c'est-à-dire une fois pour la semaine ou une fois pour le mois. C'est beaucoup plus facile. Alors, on passe maintenant à la fameuse partie AdTech et Martech, en commençant par une première définition du Ad Exchange. Vous avez là le mot sur les slides, le Ad Exchange et le RTB. Alors RT, c'est très facile de s'en souvenir, c'est Real Time, donc temps réel. Et le B, attention, c'est un faux ami en anglais. Le B vient du verbe irrégulier to bid, qui veut dire enchérir. Et donc RTB, on dit bien bid, hein, on ne dit pas bide ou quoi que ce soit d'autre, on dit bien bid. Donc le RTB, c'est le Real Time Bidding, donc c'est les enchères en temps réel. Et c'est aujourd'hui la manière avec laquelle on va acheter la publicité. Et on a ces deux outils qui sont le real-time bidding, donc les enchères en temps réel, qu'on appelle aussi le programmatique, si on a envie de lui trouver un petit mot plus sympathique et plus agréable que le RTB, ça s'appelle aussi le programmatique. Alors, aujourd'hui, 2025, c'est plus de la moitié de l'achat d'espace et de la pub qui est fait en RTB, et le synonyme c'est en programmatique. Les gens qui connaissent rien ne savent même pas que c'est automatique et ils peuvent dire publicité automatique. Ceux qui connaissent un peu disent programmatique. Pardon. Et ceux qui connaissent très bien disent RTB pour Real Time Bidding. C'est exactement la même chose. Ça consiste à dire qu'aujourd'hui, 2025, la moitié de l'achat d'espace publicitaire qui est fait en France, c'est-à-dire à peu près 5 milliards d'euros, donc 5 milliards d'euros sont achetés tous les ans en programmatique ou en RTB, Real Time Bidding. Ça veut dire que 50% est acheté, on va dire, à l'ancienne, en négociation d'un média et d'un annonceur. Je suis un annonceur, j'ai envie d'annoncer pour ma cible féminine dans le L, dans Voici et dans Madame Figaro. Et pour ma cible masculine, j'ai envie d'investir dans, excusez-moi des stéréotypes, hein, dans l'équipe, dans Auto Magazine. Eh bien, je demande à mon agence de contacter ces médias, de négocier avec eux un plan média avec 1, 2, 3, 4, 5 parutions. Et donc, retenez bien ce terme, parce il est clé pour comprendre la suite. Je vais faire de l'achat d'espace, où je vais demander à mon agence de faire de l'achat d'espace. Donc, j'achète une page, 2 pages, 10 pages, comme vous voulez, sur l'équipe. L'équipe qui fait partie du groupe Amaury, et qui fait partie du groupe Le Parisien, et qui fait partie de la constellation de Bernard Arnault dans les médias, avec Le Parisien, avec Les Échos et d'autres organes de presse. Donc, en l'occurrence, là, l'équipe va me faire une proposition commerciale en disant, voilà, si vous voulez faire 10 parutions entre le mois de mars et de juin, je vous fais tel prix. Donc là, c'est l'achat d'espace à l'ancienne. Donc c'est l'achat d'espace classique. Et je vous dis, la moitié de l'achat d'espace est fait de matière classique. L'autre moitié est fait en real-time bidding. Et attention, c'est là que vous devez, c'est à ce moment-là que vous devez tout comprendre, qu'on ne parle plus du coup d'achat d'espace, mais on parle d'achat d'audience. Quelle est la différence entre l'achat d'espace et l'achat d'audience? L'achat d'espace, vous achetez 1, 2, 3 pages dans tel magazine pour telle publication et vous voulez que votre page, elle soit, c'est l'emplacement le plus cher à l'intérieur d'un magazine, elle soit
en face du sommaire, ou qu'elle soit face à un article, ou qu'elle soit page impaire, page paire, et la page la plus chère, c'est la quatrième de couverture, ou la troisième de couverture, ou la deuxième de couverture. Donc, vous achetez de l'espace. Alors que en programmatique, vous achetez de l'audience. Et c'est complètement différent. Si vous voulez passer en achat programmatique, en real-time bidding, vous allez non plus acheter dans l'équipe, dans Le Figaro, dans Le Parisien, sur TF1, sur France Télévisions, sur Feu, je crois que c'est bientôt, on pourra dire Feu C8, mais Canal+, s'ils font de la pub, je ne sais pas si ils ont repris leur plan média, euh, vous achetez de l'espace. Là, au contraire, vous achetez de l'audience. C'est quoi la différence? Eh bien, c'est très simple. Vous définissez votre audience. Je vais vous prendre comme étant l'audience. Admettons, jeune homme sportif, se dépensant, études supérieures, âgé de 20 à 25 ans. Vous achetez ce profil-là. Et vous dites, voilà, moi je vais mettre 1 euro, 2 euros, 3 euros, 10 euros, 20 euros du 1000 pour toucher cette audience-là. J'ai dit jeune homme actif, sportif, entre 20 et 24 ans, n'habitant pas en région parisienne parce que c'est une cible qui ne m'intéresse pas. Donc on va vous vendre du contact avec cette cible, mais vous ne savez pas dans quel média. Peut-être que cette cible, on va la toucher sur une SERP Google, peut-être qu'on va la toucher une page du Figaro, peut-être qu'on va la toucher dans une page de l'équipe, peut-être que ce sera sur un site lesportif.com, je ne sais pas si ce site existe, mais peu importe. Et donc on va vous vendre un nombre de contacts sur votre audience. Et on ne va pas vous dire a priori où vos pubs vont apparaître. On vous dit, voilà, vous voulez toucher 100 000 personnes dans cette cible-là. Ben, très bien. Avec quelle répétition? Il faut généralement une répétition de 4. Ok, 100 000 personnes avec une répétition de 4, ça fait 400 000 contacts. Eh bien, on va vous le vendre pour cette cible-là, à peu près 15 euros du 1000. Donc, ça fait 15 euros fois 40, fois 400, pardon. Eh bien, vous allez payer ça et vous allez toucher vos 400 000, vos 100 000 contacts 4 fois. Mais vous ne saurez pas où. Vous comprenez la différence entre l'achat d'espace, vous savez où est votre pub, mais en échange, vous ne savez pas qui regarde votre pub. C'est-à-dire que si je vous dis demain on achète la quatrième de couverture du Figaro Magazine, ça coûte à peu près, ça coûte 35 000 euros, quelque chose comme ça. Ça coûte 35 000 euros, mais qui va voir votre pub en quatrième de couve du Figaro Magazine? On n'en sait rien. Il y a des statistiques qui disent qu'il y a 60% de femmes, 40% d'hommes qui sont plutôt vieux, plutôt de droite, plutôt dans les grandes villes, plutôt aisés, plutôt machin, plutôt truc. Mais ce sont des enquêtes. En vérité, on ne le sait pas qui va voir votre pub. Et ça, vous le comprenez bien. Il n'y a pas un mouchard sur la quatrième de couve papier du Figaro pour vous dire vous avez été vu par 1000, 2000, 3000 personnes. Et alors que, à l'inverse, quand on fait du programmatique ou du real-time bidding, on sait qui on touche, mais on ne sait pas où on les touche, puisqu'on va le faire de manière automatique. Alors, cette pratique-là, elle existe depuis bien longtemps, puisque Google s'en sert depuis, vous avez là le papier, le livre blanc de Google sur l'arrivée du RTB, vous le lisez là à l'écran, et cette publication date d'il y a maintenant 13 ou 14 ans, donc ça fait 13 ou 14 ans qu'on est
sur ce real-time bidding. Donc c'est pas du tout quelque chose de nouveau. Bien sûr, ça a mis du temps à s'imposer. Ça a commencé par quelques pourcents du budget pub qui passait en RTB. Et aujourd'hui en France, c'est 50%, en Angleterre 60%, aux États-Unis 70%. Donc ouais, en fonction du pays, ça peut varier. Et en Espagne, ce ne sera que 40%. Je vous cite des chiffres de tête. Il est possible que ce ne soit pas exactement les bons, mais dans l'ordre d'idées, on a un podium avec premier en RTB États-Unis, deuxième Royaume-Uni, troisième France, quatrième Espagne, et puis après il y a d'autres pays qui vont venir s'intercaler, mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, voilà un petit peu l'état des lieux. Donc on va, comme dans le SEA dont on parlait la dernière fois, on va là avoir deux concepts clés qui sont le reach, le nombre de personnes que l'on touche, et les impressions, le nombre de pubs que l'on affiche. Et la différence, ça pourrait faire partie du quiz, mais comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de quiz sur ce cours d'aujourd'hui. Retenez cette espèce d'équation, même si je n'en ferai pas une question de quiz, peut-être que j'en ferai une question de quiz de fin d'année, je ne sais pas. La différence entre le reach et l'impression, c'est tout simplement la duplication. Vous pouvez avoir, comme dans mon exemple tout à l'heure, 400 000 impressions, mais vous ne touchez que 100 000 personnes. Donc votre reach sera 100 000 personnes. Vous avez 400 000 impressions, ce qui fait que chaque personne est touchée en moyenne 4 fois. Donc c'est la différence entre le reach et l'impression. Et si on a envie de prendre un autre KPI, un autre ratio, on peut prendre le nombre de clics qui lui aussi sera différent du nombre d'impressions. Vous pouvez avoir 100 000 impressions et uniquement 10 000 clics. Alors, c'est très avantageux quand on paye, comme vous le savez, on l'a déjà vu tout à l'heure, quand on paye en pay per click ou coût par clic, en PPC ou CPC. Quand on est en coût par clic, eh ben, effectivement, s'il n'y a que 10 000 clics, on ne paye que 10 000 fois. Alors que quand on est en CPM, quand il y a 400 000 impressions, eh ben on paye pour 400 000 fois. Et quand on est en coût par action, c'est-à-dire soit un embasement, un encartement, soit un lead, soit une adresse mail, soit un enregistrement pour une newsletter ou tout ce que vous voulez, eh ben, là on va payer à ce qu'on, comme on l'appelle en CPA, en coût par action. J'espère que tout ça est clair et pas trop embrouillé. J'espère que j'arrive à me faire comprendre clairement avec ces différents concepts et différentes méthodes. On avance un petit peu plus et on va un peu plus dans le détail avec ces questions qui vont maintenant pouvoir nous introduire petit à petit dans ce grand schéma qui est assez complexe. Je vous le montre tout de suite pour vous dire que c'est ça que je tente de vous expliquer. Attention, ça pique les yeux, je vous le montre en grand. Ne vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer de A à Z, mais c'est ça qu'il s'agit de comprendre. Ce schéma-là, assez complexe, qu'il s'agit de comprendre. Et pour le comprendre, ben, on va le diviser en petits bouts. Et pour commencer, le premier petit bout va être, donc on était en CPC, CPM, le premier petit bout va être de définir ce qu'est l'inventaire d'un média ou l'inventaire d'une plateforme ou l'inventaire d'un e-commerçant ou l'inventaire d'un réseau social. L'inventaire, c'est tous les espaces publicitaires qui pourraient être vendus. Donc, si je prends, j'ai commencé à prendre le site L'équipe, par exemple, ben, dans l'équipe, euh, je ne sais pas si quelqu'un peut me dire combien il y a d'articles rédigés sur le site de l'équipe. J'ai envie de dire comme ça, il doit y en avoir peut-être Au, 2 ou 3 au moins, millions.
Ouais, au moins une quinzaine par jour, hein, facile. Oui, et fois combien de jours, fois 10 ans peut-être que le site existe. Donc j'ai envie de dire, je ne connais pas le chiffre exact, mais 2 millions d'articles existants, dont un article de 2020 qui porte sur le résultat du match de football entre Le Havre et Nice. Eh ben, ça fait partie de l'inventaire, c'est-à-dire qu'il y a un article qui a été rédigé. On est d'accord que ce n'est pas l'article qui est le plus consulté de la plateforme L'équipe. Certainement que l'article le plus consulté sera l'article sur les résultats sportifs de ce week-end. Je ne sais pas s'il y a eu de gros matchs de football, je ne sais pas s'il y a eu des exploits de un tel ou de un tel, je ne sais pas s'il y a les Français qui ont performé en biathlon, je crois que oui. Peut-être que c'est ça les articles les plus consultés pour aujourd'hui. Mais néanmoins, il n'est pas impossible qu'aujourd'hui, quelqu'un s'intéresse au score du match Le Havre-OGC Nice de 2020. Et donc, il y a un article qui existe dans le site L'équipe qui parle de ce score-là, de ce match-là. Et comme il y a un article qui existe, ben vous comprenez bien que on peut y mettre une pub dessus. Et c'est ça qu'on appelle l'inventaire des médias. Le média va dire, ben voilà, moi, l'équipe, j'ai 2 millions d'articles. Certains sont très 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 peu consultés, donc je vais vous vendre la pub dessus, peut-être pas très cher. Et certains sont beaucoup consultés, par exemple la une, et ben je vais vous vendre la pub un peu plus cher ici. Donc, d'un côté, il y a des médias qui mettent leur inventaire. Ça peut être vrai pour des réseaux sociaux, ça peut être vrai pour des recherches Google, et c'est ce qu'on appelle, retenez le nom, c'est un nom un peu technique, je vous le mets en grand ici, vous le voyez sous ma souris ici, c'est ce qu'on appelle la long tail. The long tail, c'est une théorie très utilisée sur Internet. Elle fonctionne aussi pour des produits de chez Amazon. Amazon fait certainement 80% de son chiffre d'affaires avec des articles que tout le monde veut acheter, les derniers smartphones, les dernières coques, les dernières imprimantes, les derniers écrans, les derniers produits divers et variés à la mode. Mais Amazon a aussi un livre sur les archers du Moyen Âge. Et ce livre, vous comprenez bien que c'est un article qu'ils n'ont qu'en 2 exemplaires, qui est en fond de rayon et qui va être commandé peut-être une fois tous les 5 ans. Et c'est ce qu'on appelle la longue queue. La long tail, c'est la grande majorité des articles qui sont très très peu demandés, mais qui font la popularité d'un site comme Amazon et qui font l'exhaustivité d'un site comme l'équipe. Et une fois qu'on a compris le principe sur Amazon, sur l'équipe, ben c'est le même principe sur Instagram, c'est le même principe sur tous les sites qui existent. Il y a les choses qui sont vues très 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 fréquemment et puis il y a les choses qui sont vues de manière un peu anecdotique. Donc, d'un côté, on a ce fameux inventaire. Et ce fameux inventaire, il peut en plus, et là je vais en plus vous confuser un petit peu, mais encore une fois, c'est des choses que vous devez savoir dans la communication digitale. Ces différents inventaires, ils peuvent être distingués en fonction du canal. Ça peut être un inventaire sur le web, ça peut être un inventaire sur mobile, ça peut être un inventaire qui est dans un stream, qui est à l'intérieur d'une vidéo, ou ça peut être un inventaire social, ou encore un inventaire qui est sur les CTV. Retenez bien ce terme, il va beaucoup faire parler de lui en 2025-2026. Les CTV, c'est les télé connectées, les télé intelligentes, les smart TV, c'est les télés qui sont capables de vous afficher de la publicité contextuelle et non plus comme l'ancienne télé d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans et a fortiori la télé de vos parents et de vos grands-parents, mais tout le monde dans la région et en France
avait la même pub le dimanche à 20h30 à la fin du JT. La France entière avait la même pub, le même plan média, parce que c'était une seule télé pour tout le monde. Avec les CTV, les Connected TV, les Smart TV, eh bien peut-être que les Grenoblois n'ont pas la même pub que les Lyonnais, qui n'ont pas la même pub que les Parisiens, et peut-être encore plus poussé, peut-être que un jeune couple avec enfant n'aura pas la même pub que vous, célibataire, ou que moi, grand-père. Donc chacun sa pub, un peu comme sur un site web, mais ça ne se faisait pas tellement sur la télévision, et maintenant ça se fait sur la télévision, sans compter les télévisions qui vous permettent de voir du Netflix, bon, sur lequel il y a de la pub dans certains abonnements et pas de pub dans d'autres, mais qui vous permettent de voir du YouTube et qui vous permettent de voir des réseaux sociaux et des chaînes spéciales, et qui vous permettent de voir du replay. Et dans le replay, il y aura des pubs différentes les uns des autres. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais c'est un peu la même problématique que sur le podcast. Quand vous écoutez un podcast, la pub qui arrive avant, au milieu et à la fin du podcast est ciblée par rapport à votre profil. Et si nous écoutons tous les deux le même podcast, eh bien, vous et moi, parce qu'on n'habite pas au même endroit, parce qu'on n'a pas le même âge, n'aurons pas la même pub avant le podcast et au milieu du podcast. Donc ça, c'est toute la partie inventaire. On va maintenant s'intéresser, parce qu'on a déjà parlé, donc on peut aller un peu plus loin, un peu plus vite. On va s'intéresser maintenant au fameux moteur qui est au milieu. Je vous mets la slide en gros. Le fameux moteur qui est au milieu et qui est le moteur de Exchange. Vous l'avez ici, il est avec le petit chiffre 4. C'est l'Exchange qui va faire la rencontre entre les audiences et les espaces publicitaires. Alors, revenons à ce qu'on a déjà vu jusqu'à présent. Le numéro 7, à l'extrême droite, le publisher, donc le média, il met dans le network, il met dans la SSP. La SSP, c'est la Supply Side Platform, donc c'est un logiciel, hein, ni plus ni moins qu'un logiciel. Il met dans ce logiciel SSP tout son inventaire. Donc il a, si c'est le site L'équipe, et que j'ai raison en disant qu'il a 2 millions d'articles, je demanderai combien il y a d'articles, et je vous le dirai la prochaine fois. Je dîne avec un des directeurs de l'équipe bientôt, donc je lui demanderai combien il y a d'articles, et je vous le dirai la prochaine fois. Donc l'équipe met dans la SSP 2 millions d'articles en inventaire. Pour l'instant, ces articles n'ont pas encore de visiteurs, hein, puisque on part d'un moment zéro. Donc là, on a fait le 7, 6 et 5. Maintenant, allons de l'autre côté de ce schéma, allons du côté 1, 2, 3. Advertiser, Agency et DSP. Si la SSP veut dire Supply Side Platform, la DSP veut dire Demande Side Platform. Et donc là, c'est l'inverse, c'est l'advertiser, donc l'annonceur, la marque, qui cherche à toucher des gens, qui va dire à son agence, et quand l'annonceur est très très gros, comme L'Oréal par exemple, il se passe de l'agence, il a directement sa propre régie et sa propre DSP, mais prenons le cas classique d'un annonceur normal qui met 2 à 3 millions d'euros dans la pub, il ne peut pas le faire tout seul, il passe par une agence. Et écoutez-moi bien, c'est là que les choses vont s'éclairer pour vous. Il dit à son agence, voilà, sur tel produit, je voudrais toucher, je vais garder la même cible que tout à l'heure, d'ailleurs, je vais vous la quantifier tout de suite, cette cible, je voudrais toucher des jeunes hommes entre 20 et 25 ans, actifs, sportifs, et on va s'arrêter là. Et donc, on va mettre dans la DSP l'audience que nous recherchons. Je vous rappelle qu'on passe, pour vous le remontrer par rapport à tout à l'heure, je vous rappelle qu'on passe d'un mode achat d'espace à un mode achat d'audience.
Donc, qui dit achat d'audience, dit qu'il faut bien définir ce que vous voulez acheter. Donc là, dans la DSP, le 3 que vous voyez à l'écran ici, que j'entoure avec ma souris, le 3 va servir à rentrer, la DSP, la Demand Side Platform, va servir à rentrer le profil exact des gens que je veux toucher. Et maintenant, tout est fait. Il n'y a plus qu'à attendre le premier visiteur, qui est le 12 là-haut, le consumer, le visiteur du site L'équipe, qui s'intéresse au fameux résultat du résultat de football de 2020, le Havre, le hack contre OGC Nice, pour savoir quel a été le score. Et donc, ce consumer, ce visiteur, va arriver sur le site de l'équipe, il va demander la page numéro 1 253 000 qui concerne le résultat du match de foot Le Havre-Nice. Et là, attention, à ce moment-là, l'exchange, le numéro 4 qui est central, se met en route. Et l'exchange dit, j'ai une SSP qui me propose un article avec un lecteur qui est un homme 24-25 ans, actif, sportif. Est-ce qu'il y a une DSP qui veut annoncer pour cette cible? Et donc, c'est ça que fait l'exchange. Il met en contact les SSP, donc l'inventaire publicitaire avec des visiteurs, avec la DSP qui est la demande d'audience. Si effectivement il y a une marque qui recherche cette cible-là, ils vont se mettre d'accord sur l'enchère et on va afficher l'article concerné avec la pub qu'on aura trouvée dans la partie DSP numéro 3. Et lorsque vous faites une recherche et lorsque l'article du journal ou le podcast tarde à arriver, c'est pas que le podcast soit lourd à télécharger, c'est pas que le réseau soit un réseau dégradé, c'est tout simplement que vous attendez le temps de l'exchange entre la DSP et la SSP, et la DSP recherche et vous avez retenu le titre du cours qui était RTB, Real Time Bidding, recherche la meilleure enchère pour la cible qu'il est en train de voir arriver sur son site. Et s'il y a 10 000 visiteurs en une heure sur le site de l'équipe, eh bien, 10 000 fois, ce travail sera fait d'identifier le lecteur, de remplir la SSP en disant voilà, arrive tel profil, qui en veut dans l'exchange, qui va consulter les DSP, qui va chercher une DSP qui cherche ce profil-là, qui va en trouver une, deux, trois, quatre, qui va regarder celle qui propose le prix le plus élevé, qui va le proposer à la DSP, qui va dire je prends pas, c'est pas assez cher, donc je ne prends pas. On refait un tour pour savoir si quelqu'un monte aux enchères, etc. Quand il y a, si vous me permettez l'expression, quand il y a un match, et bien finalement, l'article que vous attendiez s'affiche avec la pub. Donc ce qui est long dans l'affichage d'un article, c'est l'exchange qui décide de quelle pub va être affichée avec cet article en fonction de la personne qui visite. Donc si vous comprenez ce grand schéma-là, vous avez compris le fonctionnement du fameux RTB programmatique. Et donc la grande difficulté, c'est vous avez ici l'article qui est prêt, je vous l'agrandis, vous avez ici l'article qui est prêt à être affiché sur votre ordinateur. Ce qui manque, c'est les petites briques de publicité, parce qu'en plus, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous le dis maintenant, en plus, on peut avoir une enchère différente pour la têtière, pour la colonne, pour le display ou pour le mot-clé à cliquer. Donc tout ça prend du temps de trouver les bons annonceurs, et une fois que ce travail est fait, eh bien enfin, l'article et avec sa pub associée peuvent s'afficher.
Donc vous avez compris là le fonctionnement de la publicité programmatique qu'on appelle aussi le real-time bidding, donc enchère en temps réel. Le publisher ou le magazine ou le média ou le réseau social met aux enchères son inventaire avec un visiteur et à chaque visiteur va interroger le Ad Exchange pour savoir s'il y a un annonceur qui, dans sa DSP, a déclaré moi je recherche des cibles comme ça. Alors je vous disais, vous devez apprendre à quantifier les cibles comme ça à la volée. Je vous disais, hommes entre 20 et 25 actifs sportifs, combien y en a-t-il en France, combien y en a-t-il en Europe? Alors déjà, la première base de réflexion, c'est de savoir qu'il y a par classe d'âge, apprenez à faire ce calcul, il est très utile, par classe d'âge, il y a 700 000 personnes. Donc il y a aujourd'hui 700 000 personnes qui ont entre 20 et 21 ans. Il y a 700 000 personnes qui ont entre 21 et 22. Alors bien sûr, 700 000 n'est pas le chiffre juste. Le chiffre juste, il faudrait le rechercher dans les études de démographie. Mais globalement, ça tourne aux alentours de 700 000. Parfois 720, parfois 730, parfois 715, peu importe. Arrondissons à 700 000. Donc si vous voulez chercher les personnes entre 20 et 25 ans, ça fait 7 fois 5, 30. Il y a 3 millions de personnes en France qui ont entre 20 et 25 ans. À peu près la moitié, encore une fois, c'est pas exactement la moitié, mais pour aller vite, à peu près la moitié hommes-femmes. Donc on était sur 3 millions, on passe à 1,5 million. Et maintenant, à votre avis, alors là vous connaissez mieux que moi, à votre avis sur 1,5 million jeunes entre 20 et 25 ans, combien sont actifs? Ça veut dire travailleurs. Un sur 2, 2 sur 3, je ne sais pas. Admettons 2 sur 3, donc un tiers d'étudiants où les chômeurs, je vous rappelle, sont répertoriés dans les actifs, un tiers d'étudiants ou de sans-emploi ou de fin de droit ou de personnes qui sont non scolarisées et qui ne travaillent pas. Donc, bon, il ne compte pas dans mon décompte ici. Donc, 2 tiers de 1,5 million, ça fait 1 million. Maintenant, sur le million de jeunes 20-25 actifs, combien sont sportifs? Aujourd'hui, entre la salle, le cyclisme, le running et tous les sports possibles, j'ai envie de dire 1 sur 3. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, hein, je n'ai pas le chiffre exact. Vous le connaissez mieux que moi. J'ai envie de dire 1 sur 3 comme ça, ou peut-être la moitié. Entre la moitié et 1 sur 3. Disons 1 sur 3 parce que ça va. Parce que, non pas ça va, mais parce qu'il faut bien prendre un chiffre. 1 sur 3, ça fait donc 333 000 personnes qui sont entre 20 et 25 ans, actifs, sportifs, 300 000 personnes. Et bien voilà, j'ai fait ma cible. Si vous voulez savoir combien il y en a en Europe, il faut multiplier par 7. Donc 300 000 fois 7, ça fait 2 millions, on va arrondir à 2 200 000, 2 200 000 personnes en Europe entre 20 et 25 ans actifs sportifs. Et si vous voulez le monde, il faut multiplier par 20. Bien sûr, ce sont des grandes données, hein. Attention, c'est pas du précis, mais ça nous aide à faire des plans médias. Donc on est parti sur 333 000 en France. Si on multiplie par 20, ça fait 6 millions au niveau mondial de jeunes 20-25 sportifs. Alors je pense que dans certains pays d'Afrique, ça va être beaucoup plus de jeunes et peut-être pas actifs, mais sportifs. Donc ça ne rentre pas dans notre... Et surtout sur le Japon et la Corée, des pays qui sont à très très faible taux de natalité, ce sera un peu différent, mais globalement, tout ça s'équilibre et on a à peu près ces données-là. Donc retenez ça. Dès qu'on vous donne une classe d'âge, on veut toucher les 20-30 ans, hommes et femmes. 20-30 ans, vous savez qu'il y a 700 000 personnes par classe d'âge, donc 20-30 ans, ça fait 10 classes d'âge, donc ça fait 7 millions de personnes. Et si après on vous dit 7 millions de personnes qui portent des lunettes, là, le port de lunettes, j'ai pas la stat,
mais j'ai envie de dire, une personne sur trois porte des lunettes entre 20 et 30 ans. Peut-être une sur quatre, je ne connais pas le chiffre, hein, donc je l'invente là devant vous. Ben, si on est sur une sur quatre, on avait dit 7 millions de personnes. Une sur quatre, ça fait 1 750 000 personnes qui portent des lunettes entre 20 et 30 ans. Voilà comment on fait très rapidement, hein. Attention, après il faut le préciser, il faut aller dans le détail, il faut trouver les bons chiffres, les bons taux. Là, je vous fais quelque chose de très 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 rapide. Mais c'était important aujourd'hui de parler de ces cibles et de la manière avec laquelle on va calculer les cibles, parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, on passe de l'achat d'espace à l'achat d'audience. Et j'aimerais vous faire cette citation, puisqu'on parle d'achat d'espace et d'achat d'audience, je voudrais vous faire cette citation un tout petit peu compliquée à comprendre, mais je suis sûr que vous allez la comprendre. Il vaut mieux toucher les gens qui comptent que de compter les gens qu'on touche. Je vous la répète, il vaut mieux toucher les gens qui comptent que de compter les gens qu'on touche. Donc ça veut dire, il vaut mieux toucher les gens qui comptent. Si ma marque, elle n'est vendue, je reprends ma cible, qu'aux jeunes hommes 20-25 sportifs, ça sert à quoi que je touche des femmes de 60? Bah, à rien. Et forcément, quand je vais annoncer dans un journal, dans un magazine ou sur un site internet, forcément, je vais avoir des femmes 60 ans, des hommes 50 ans, des gamins 10 ans. Et tous ces gens-là ne m'intéressent pas puisqu'ils ne sont pas acheteurs de ma solution. Ou du moins, je ne les ai pas ciblés en cible prioritaire, en cible primaire, d'où le fameux positionnement dont on parlait dans un cours précédent. Je ne les ai pas ciblés dans mon positionnement. Donc là, moi, je ne veux toucher pour ma marque que les gens qui comptent, c'est-à-dire les jeunes hommes 20-25. Et je ne veux pas compter les gens qu'on touche, parce que ça, c'est ce qu'on appelle, alors désolé encore un terme complexe, un nouveau terme, c'est ce qu'on appelle le vanity metrics, donc les KPI, les ratios de vaniteux, en disant notre campagne a touché 7 millions de personnes. Alors, on se gargarise de notre campagne a touché 7 millions de personnes, blablabla, blablabla. Oui, mais là, tu es en train de compter les gens que tu touches, mais sur les 7 millions, il y en a combien qui sont vraiment utiles par rapport au produit, par rapport à l'achat du produit, par rapport au pouvoir d'achat nécessaire pour acheter ce produit, etc. etc. C'est pas le tout d'avoir 3 millions de vues sur un post. Ça, c'est, je compte les gens que j'ai touchés, mais je n'ai pas forcément touché les gens qui comptent pour mon entreprise. Donc j'aime bien cette petite citation que je fais pour vous et qui exprime bien la différence entre, là tout en haut, l'achat d'espace. Donc j'achète des millions de personnes qui regardent France Télévisions, TF1, Feu C8 ou la nouvelle chaîne, je ne sais pas comment elle va s'appeler, la remplaçante de C8, peu importe. Donc là, je compte les gens que je touche, alors que dans l'achat d'audience, eh bien, je vais toucher les gens qui comptent pour mon entreprise. J'espère que je me suis bien fait comprendre dans cette grande discussion. Alors, un site absolument incontournable pour comprendre tout ça, il s'appelle Minted. M-I-N-T-E-D. Il a sa version française et sa version anglaise, Mint, et Minted en France. Donc allez voir ce site. Vous voyez, j'ai pris un article d'aujourd'hui. Ah non, c'est un article de 2023, mais qui est paru aujourd'hui dans la newsletter d'aujourd'hui. Et vous voyez le titre, alors Arnaud Crépu, peu importe, il bosse dans une agence qui s'appelle Equative, et il dit les frontières entre SSP et DSP s'effacent progressivement pour laisser la place à des programmatiques directes plateformes. Et je pense qu'après le cours d'aujourd'hui, vous avez compris un peu le sens de cette phrase. Et si je dois vous le résumer sur le schéma que vous avez vu précédemment, le schéma c'est celui-là. Et je vais vous montrer pratiquement ce que ça veut dire. Ça veut dire que là, la DSP, petit à petit, elle va s'effacer. La SSP ici, elle va s'effacer. Donc le 3 et le 5
vont petit à petit s'effacer pour laisser une plus grande part au numéro 4 qui va peut-être inclure des fonctions de DSP et des fonctions de SSP. Voilà ce que veut dire l'article de Minted d'aujourd'hui. Alors, je suis étonné qu'il soit daté de 2023, puisqu'il est, il est paru aujourd'hui. Non, ça c'est un autre article, désolé, je vous embrouille. Voilà, je parlais de celui-là tout à l'heure. Et celui-là, je l'ai vraiment pris aujourd'hui dans une newsletter. Alors, laissez-moi une seconde, je vais vérifier que je ne me suis pas trompé et que je l'ai bien pris dans la newsletter d'aujourd'hui. Mais on n'a peut-être pas le temps de regarder ça, mais je me donne quelques instants, ça vous fera une respiration pour ceux qui regardent en ligne. Mais non, malheureusement, ah si, voilà, Minted, les sommets de l'IA. Euh, Absolument, c'est la newsletter d'aujourd'hui. Donc désolé si elle fait mention d'un article de 2023, mais c'est bien la newsletter d'aujourd'hui. Donc voilà, on a fait le tour de ces différentes considérations. Bien sûr, il y a plein d'acteurs dans ce monde-là que je vais vous montrer maintenant. Plein d'acteurs qui sont TF1, l'équipe.fr, Boursorama, Le Figaro, etc. Il y a plein de gens qui sont dans cette boucle des SSP, DSP et qui font fonctionner ce monde-là. Donc un magazine que vous devez connaître, que je viens de citer, qui est Minted. Vous aurez le lien sur le site pour aller voir ce qui se dit dans Minted. Et un autre site que vous devez connaître, qui est le site de IAB. IAB, c'est le Interactive Advertising Bureau. En gros, le I veut dire interactif, mais en fait c'est Internet. Mais c'est Interactive Advertising Bureau. Il y en a un dans chaque pays du monde. Et un des précédents patrons de IAB, qui s'appelait Scott Cunningham, disait la chose suivante, c'est le gendarme de la pub sur Internet, c'est eux qui définissent les formats, c'est eux qui définissent le mode de paiement, c'est eux qui définissent les règles, etc. etc. Et ce patron, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi, mais vous le savez bien parce que vous le vivez au quotidien lorsque vous êtes sur votre mobile ou sur votre navigateur. Ce patron de IAB dit, vous avez la citation en bas, We messed up. Euh, on a, vous avez la fin de la phrase ici en bas, we lost track of the user experience, la fameuse UX. Et donc, on a perdu la bonne mesure, la bonne vision de l'expérience utilisateur. Pourquoi il dit ça? Et donc, il dit ça sur le site internet de l'IAB. Donc, je vous invite à aller le voir. Hein. C'est ici, We Messed Up. Vous l'avez là. Je vous l'agrandis, bien sûr. We messed up as technologists. We lost track of the user experience. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Je reste en grand écran pour vous dire tout de suite. Voilà pourquoi il dit ça. Voilà pourquoi il dit ça. Il dit ça parce que quand vous êtes sur le site du Parisien en mobile, vous avez du Smart Feed et vous avez plein d'articles complètement inutiles, complètement trash, complètement sans aucun intérêt qui vous sont proposés et qui vous coupent complètement l'article que vous voudriez voir. Là, sur le site de AutoPlus, là vous avez une pub, là vous avez une pub, en bas vous avez une pub, et là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, là vous avez une pub, et l'article il est ici tout petit, c'est le nouveau Tesla Y aura-t-il une batterie de 95 kW, et le début de l'article c'est l'accent est mis sur l'amélioration de l'expérience. Donc on imagine expérience de conduite peut-être, mais vous ne pouvez scroller, je ne sais pas si vous voyez bien ma souris, que c'est sur cette toute petite partie. Ça, c'est de la pub, c'est de la pub, c'est de la pub. Pareil on pourrait dire peut-être que le monde a un système différent. Ben non, le monde n'a pas un système différent. Et quand on arrive sur
un autre site, ben là pareil, vous avez une pub ici, je compte le nombre de pubs, une, deux, trois, quatre, 5. Vous avez 5 pubs sur la même page et vous avez en article juste ce tout petit truc ici qui vous empêche complètement de voir l'article. Et tout ce que vous avez là s'appelle en anglais des clickbaits, des espèces de trous à clics. En français, le nom est beaucoup moins chic, peut-être plus clair, mais beaucoup moins chic. On appelle ça du putaclic. Et généralement, c'est fait sous forme de liste. On vous dit les 5, si vous êtes en train d'acheter une voiture, les 5 occasions automobiles à ne pas rater à moins 70%. Là, la quatrième va spécialement vous étonner. Et donc, forcément, on a toujours envie de cliquer dessus. Ces gens sont en train de pourrir le web avec l'accord de l'IAB, c'est pour ça que l'IAB dit qu'on a un peu raté ça, sont en train de pourrir le web, mais il faut leur reconnaître le génie quand même de trouver les bons titres. Pourquoi Antoine Dupont n'a pas le même nom de famille que blablabla. Je n'en peux plus. Yann Attal cache sur son couple avec Charlotte. On pense que c'est Charlotte Gainsbourg. Et Laure Manodou, j'ai l'impression que la France entière les a vus, ces sextapes, etc. etc. Là, vous avez les maillots de bain pour femmes les plus audacieux pour 2024. Forcément, on a envie de cliquer. Forcément, c'est ce qu'on appelle du putaclic. On a envie de cliquer, on a envie de savoir ce qui existe. Et ces marques très, très, très indélicates s'appellent des clics, des putaclics ou des clickbait. Et la principale s'appelle comme ça Outbrain. Mais il y en a d'autres, hein, je vous en ai montré d'autres. Outbrain. Et en fait, ils disent qu'ils font du marketing de contenu, mais en fait, ils ne font que des pubs nulles avec des titres extrêmement accrocheurs. Mais c'est avant tout, c'est pas du tout ça. Le, heureusement, c'est pas du tout ça la publicité sur Internet. Donc d'autres petites choses que je vous laisserai regarder dans les slides. Je vous l'ai dit aujourd'hui, pas de quiz. On va faire un cours un petit peu plus court que d'habitude pour qu'il soit plus digeste pour ceux qui sont en ligne. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous retrouve, nous sommes aujourd'hui lundi. Je vous retrouve donc jeudi pour un cours sur les réseaux sociaux. Donc on se donne rendez-vous lundi pour le SMM voulant dire le Social Media Management. Et avec ça, j'arrête